Disons-le d'emblée, Marley était mort. Là-dessus, pas l'ombre d'un doute. Le registre mortuaire portait la signature du pasteur, du clerc de paroisse, de l'entrepreneur des pompes funèbres et de la personne qui avait mené le deuil. C'est Scrooge qui avait signé, et son nom était une garantie suffisante en bourse, là où il choisissait d'intervenir. Donc, le vieux Marley était mort comme un clou de porte. Attention, je ne veux pas dire par là que je sais par expérience ce qu'il y a de particulièrement mort dans un clou de porte. Pour ma part, j'aurais été tenté de considérer que l'article de quincaillerie le plus mort qui soit dans le commerce, c'est le clou de cercueil. Mais la sagesse de nos ancêtres réside dans cette comparaison, et mes mains profanes n'iront pas la troubler où c'en est fait de notre pays. Vous me permettrez donc de répéter avec insistance que Marley était mort comme un clou de porte. Et Scrooge savait qu'il était mort? Bien sûr que oui. Comment aurait-il pu en être autrement? Scrooge et lui étaient associés depuis je ne sais combien d'années. Scrooge était son seul exécuteur testamentaire, le seul administrateur de ses biens, son seul mandataire, son seul légataire universel, son seul ami. Le seul qui eût assisté à son enterrement. À dire vrai, même Scrooge ne fut pas marqué par ce triste événement au point de ne pas se comporter en excellent homme d'affaires le jour même des funérailles. Pour en marquer la date, il conclut ce qui, à n'en pas douter, était une affaire. Cette allusion aux funérailles de Marley me ramène à mon point de départ. Marley était mort. Là-dessus donc, pas l'ombre d'un doute. Il faut que ce soit bien compris, sans quoi il n'y aura rien de merveilleux dans l'histoire que je vais raconter. Si nous n'étions pas parfaitement convaincus que le père de Hamlet est mort avant le début de la pièce, il n'y aurait rien de plus remarquable à le voir, en plein vent d'Est, faire une petite promenade nocturne sur les remparts de son propre château, qu'à voir tout autre monsieur d'Ashmur s'aventurer la nuit dans un endroit plein de courants d'air. Mettons par exemple le cimetière de Saint-Paul, dans le seul but de frapper d'étonnement l'esprit débile de son fils. Scrooge n'avait jamais effacé le nom du vieux Marley. Il était toujours là, des années après, peint au-dessus de la porte du magasin. Scrooge et Marley. La maison était connue sous ce nom, Scrooge et Marley. Scrooge se faisait appeler par les nouveaux clients parfois Scrooge et parfois Marley. Mais il répondait aux deux noms, pour lui c'était tout un. Oh, mais c'est qu'il maniait la meule d'une poigne ferme, ce Scrooge. Le vieux coquin de Rapia. Il n'avait pas son pareil pour presser, arracher, accaparer, gratter et tenir sans lâcher. Dur et tranchant comme le silex, dont jamais acier ne fit jaillir une étincelle généreuse. Et puis secret avec ça, renfermé et solitaire, comme une huître. Sa froideur intérieure glaçait les traits de son visage vieilli, pinçait son nez pointu, ridait sa joue, rendait sa démarche roide et ses yeux rouges, bleuissait ses lèvres minces et s'exprimait avec âpreté dans sa voix discordante. Un givre blanc recouvrait sa tête, ses sourcils, son menton fin et nerveux. Il emmenait partout avec lui, toujours, sa température au-dessus de zéro. Il glaçait son bureau les jours de canicule et ne le dégelait pas d'1 degré à Noël. La chaleur et le froid extérieur avaient peu d'effet sur Scrooge. Aucune chaleur ne parvenait à le réchauffer, pas plus qu'un temps d'hiver ne pouvait le refroidir. Le vent qui soufflait n'était pas plus âpre que lui. La neige en tombant n'allait pas plus droit à son but. La pluie battante n'était pas plus inexorable. Un temps exécrable ne savait par où l'atteindre. Les plus fortes averses, la neige, la grêle et le grésil ne pouvaient se vanter d'avoir sur lui qu'un seul avantage. Souvent, il donnait sans lésiner. Scrooge, jamais. Personne ne l'arrêtait jamais dans la rue pour lui dire d'un air joyeux « Comment allez-vous, mon cher monsieur Scrooge? Quand viendrez-vous me voir ?» Aucun mendiant n'implorait de lui la moindre aumône. Aucun enfant ne lui demandait même l'heure. On ne vit jamais personne, homme ou femme, lui demander ne serait-ce qu'une fois comment se rendre à tel ou tel endroit. Jusqu'aux chiens d'aveugle qui semblaient le connaître. En le voyant arriver, ils entraînaient leur maître sous les portes cochères et au fond des cours, puis remuaient la queue comme pour dire « Oh maître, plongé dans le noir, mieux vaut pas d'œil du tout que le mauvais œil. » Mais qu'importait à Scrooge? C'était précisément ce qu'il aimait. Se frayer un chemin solitaire le long des sentiers fréquentés de la vie, avertir toute sympathie humaine de se tenir à distance. Un beau jour, parmi tous les jours heureux de l'année, celui de la veille de Noël, le vieux Scrooge était installé à son bureau, plongé dans ses comptes. Il faisait un froid vif et mordant, avec du brouillard pour ne rien arranger. Scrooge entendait la respiration sifflante des gens qui allaient et venaient dans la ruelle, et qui, pour se réchauffer les extrémités, frappaient des mains sur leur poitrine et tapaient des pieds sur le trottoir. Les horloges de la ville venaient à peine de sonner 3 heures, mais il faisait déjà tout à fait nuit. En fait, il n'avait pas fait clair de toute la journée, et les bougies brillaient aux fenêtres des bureaux voisins, telles des souillures rougeâtres sur un fond d'air brun, comme palpables. La porte du bureau de comptabilité de Scrooge demeurait ouverte, afin qu'il pût avoir l'œil sur son commis, occupé à copier des lettres dans une lugubre petite cellule à côté, une sorte de citerne. Scrooge avait un tout petit feu, mais celui de son commis était tellement plus petit encore qu'il semblait réduit à un seul morceau de charbon. Le malheureux ne pouvait le regarnir, car c'était Scrooge qui gardait le seau à charbon dans son bureau, et chaque fois que le commis entrait, la pelle à la main, son patron ne manquait pas de lui prédire qu'il serait forcé de se séparer.
Là-dessus, le commis mettait son cache-nez blanc et essayait de se réchauffer à la flamme de la bougie, sans toutefois y parvenir étant donné qu'il n'avait guère d'imagination. « Joyeux Noël, mon oncle, et que Dieu vous garde !» C'était le neveu de Scrooge, qui s'était retrouvé si rapidement devant son oncle qu'il n'y eut que sa voix pour annoncer son arrivée. « Bah !» dit Scrooge, « sors net !» Il s'était si bien réchauffé à marcher vite par ce temps de brouillard et de gel, le neveu de Scrooge, qu'il en était tout en feu. Son beau visage était rouge, il avait les yeux brillants, et son haleine était redevenue visible. « Noël ? Des sornettes, mon oncle ?» dit le neveu de Scrooge. « Vous ne parlez pas sérieusement, j'en suis sûr. »« Si fait, » répondit Scrooge. « Joyeux Noël. De quel droit êtes-vous joyeux? Et pour quelle raison? Vous êtes déjà bien assez pauvre. »« Allons, allons, répliqua gaiement le neveu. De quel droit êtes-vous lugubre? Et pour quelle raison êtes-vous maussade? Vous êtes déjà bien assez riche. »« Bah !» s'exclama de nouveau Scrooge, qui sur le coup n'avait pas de meilleure réponse à fournir, et de répéter « Sornette !»« Ne soyez pas de mauvaise humeur, mon oncle, fit le neveu. « Et comment ne pas l'être, repartit l'oncle, lorsque l'on vit dans un tel monde de fous. Joyeux Noël! Au diable, votre joyeux Noël! Qu'est-ce donc que la Noël pour nous, si ce n'est l'époque de l'année où il faut régler ses factures alors qu'on n'a pas d'argent? L'époque où l'on se retrouve plus vieux d'une année et pas plus riche d'une heure? L'époque où on fait ses comptes pour constater que tout au long des 12 mois, chacun des articles s'est inscrit sans hésiter à notre passif? Si je pouvais en faire à ma guise, poursuivit Scrooge d'un ton indigné, chaque imbécile qui court les rues un joyeux Noël à la bouche serait mis à bouillir avec son propre pudding et enterré, une branche de houx plantée dans le cœur. Ah, ça oui! Mon oncle, protesta le neveu. Mon neveu, rétorqua l'oncle d'une voix sévère. Fêtez Noël à votre manière et laissez-moi le fêter à la mienne. Vous? Fêtez Noël? Répéta le neveu de Scrooge. Mais vous ne le fêtez pas, mon oncle. Eh bien, laissez-moi ne pas le fêter alors, dit Scrooge. Grand bien vous fasse. Grand bien il vous a fait jusqu'à présent. Il y a bien des choses dont j'aurais pu retirer quelques biens, et dont, je l'avoue, je n'ai pas profité, répondit le neveu. Noël, entre autres. Mais une chose est certaine, chaque fois qu'il est revenu, j'ai toujours considéré Noël, et je ne parle pas de la vénération que l'on doit à son nom et à son origine sacrée, si toutefois on peut ne pas en parler en évoquant Noël et ce qui s'y rattache. Comme je disais, j'ai toujours considéré Noël comme une bonne époque, une époque de gentillesse, de pardon, de charité, de joie. À ma connaissance, la seule dans le long calendrier de l'année où tous, hommes et femmes, semblent d'un commun accord ouvrir librement leur cœur fermé et voir, dans les gens qui leur sont inférieurs, de vrais compagnons de voyage sur le chemin du tombeau, et non des êtres d'une autre race, en route vers d'autres buts. Voilà pourquoi, mon oncle, même si Noël ne m'a jamais mis la moindre parcelle d'or ou d'argent dans la poche, je crois que oui, il m'a fait du bien, et oui, il m'en fera encore. Aussi dis-je, vive Noël! Le commis du fond de sa citerne se mit à applaudir sans le vouloir. L'instant d'après, il avait pris conscience de l'inconvenance de sa réaction. Il se mit à tisonner le feu dont il éteignit pour toujours le dernier semblant d'étincelle. « Vous, encore le moindre bruit de votre côté, dit Scrooge, et vous fêterez votre Noël en perdant votre place. Quant à vous, monsieur, ajouta-t-il en se tournant vers son neveu, vous êtes en vérité un puissant orateur. Je m'étonne que vous n'entriez pas au Parlement. Oh, ne vous fâchez pas, mon oncle. Allons, venez dîner demain chez nous. Scrooge dit qu'il voudrait le voir aller au diable. Oui, en vérité, il alla jusqu'à dire cela. Il n'hésita pas à employer cette expression et déclara qu'il le verrait d'abord réduit à cette extrémité. « Mais pourquoi » s'écria son neveu. « Pourquoi donc ?»« Pourquoi vous êtes-vous marié » demanda Scrooge. « Bah, parce que je suis tombé amoureux. »« Parce que vous êtes tombé amoureux » grommela Scrooge, comme si c'était là la seule chose au monde plus ridicule encore qu'un joyeux Noël. « Bien le bonjour !»« Mais mon oncle, vous ne veniez jamais me voir avant mon mariage. Pourquoi me donner cette raison pour ne pas venir maintenant ?»« Bon après-midi » dit Scrooge. « Je n'attends rien de vous, je ne vous demande rien. Pourquoi ne pouvons-nous pas être amis ?»« Bon après-midi » dit Scrooge. « Je regrette de tout mon cœur de vous voir si obstiné. Il n'y a jamais eu entre nous de querelle, ou moi j'ai pris part du moins. Mais j'ai fait cette tentative en l'honneur de Noël, et je garderai ma bonne humeur de Noël jusqu'au bout. Ainsi donc, joyeux Noël, mon oncle. »« Bon après-midi » dit Scrooge. « Et bonne et heureuse année !»« Bon après-midi » dit Scrooge. Malgré tout, le neveu quitta la pièce sans un mot de colère. Il s'arrêta à la porte d'entrée pour présenter ses vœux de fin d'année au commis. Bien qu'il eût très froid, ce dernier se montra plus chaleureux que Scrooge, car il les lui rendit cordialement. « Alors là, en voilà un autre !» marmonna Scrooge, qu'il entendit de sa place. « Mon commis avec ses 15 shillings par semaine, une femme, des enfants qui parlent d'un joyeux Noël. Il y a de quoi se retirer chez les fous. » En allant reconduire le neveu de Scrooge, le dément en question avait introduit 2 autres personnes, des messieurs corpulents et à l'air avenants. Ils étaient à présent dans le bureau de Scrooge, chapeau bas. Des registres et des documents à la main, ils le saluèrent. « Scrooge et Marley, si je ne m'abuse » dit l'un d'eux en consultant sa liste. « Est-ce à monsieur Scrooge ou à monsieur Marley que j'ai le plaisir de m'adresser ?»«
« Monsieur Marley est mort depuis 7 ans, répondit Scrooge. « Il y aura tout juste 7 ans ce soir même. » Oh, nous ne doutons pas que sa générosité ne soit bien représentée par son associé survivant, dit l'inconnu en tendant son autorisation de quête. C'était le cas car les deux associés avaient vécu comme des âmes sœurs. Au mot fâcheux de « générosité », Scrooge fronça le sourcil, secoua la tête et rendit l'autorisation au visiteur. En cette période de fête, monsieur Scrooge, dit celui-ci en prenant une plume, il est plus souhaitable qu'à l'ordinaire de recueillir un léger secours pour les pauvres et les indigents qui souffrent grandement à cette époque de l'année. Des milliers d'entre eux manquent du plus strict nécessaire, des centaines de milliers sont privés des plus petits plaisirs de la vie. « N'y a-t-il pas de prison ?» demanda Scrooge. « Oh, ce n'est pas cela qui manque, » dit l'étranger en reposant sa plume. « Et les asiles de pauvres ?» continua Scrooge. « Fonctionnent-ils encore ?»« En effet, ils fonctionnent encore, » répondit l'autre. « J'aimerais pouvoir dire qu'il n'en est plus ainsi. »« Le moulin de discipline et la loi sur les pauvres sont donc toujours bien en vigueur, » dit Scrooge. « Et ils ont fort à faire tous les deux. »« Oh, j'avais craint, d'après ce que vous me disiez d'abord, que quelque chose ne fût venu entraver la bonne marche de ces utiles institutions. Je suis très heureux d'apprendre que tel n'est pas le cas, » dit Scrooge. « Nous sommes néanmoins quelques-uns à trouver que la multitude n'y trouve guère de réconfort moral ou physique, enfin au sens chrétien du terme. Nous nous efforçons donc de réunir des fonds destinés à acheter aux pauvres de la nourriture, des boissons et de quoi se chauffer. Nous choisissons cette époque parce que c'est, de toute l'année, celle où le besoin se fait le plus vivement ressentir et où l'abondance triomphe partout. Pour quelle somme vais-je vous inscrire ? » « Pour aucune, » répondit Scrooge. « Vous désirez rester anonyme ? » « Je désire qu'on me laisse tranquille. Mais puisque vous me demandez ce que je désire, voici ma réponse, messieurs. Personnellement, je me passe des réjouissances de Noël, et je n'ai pas les moyens d'aider les gens oisifs à se réjouir. Je contribue à l'entretien des établissements dont je vous parlais tout à l'heure. Ils coûtent assez cher comme ça. C'est là que doivent aller ceux qui sont dans le besoin. »« Il y en a beaucoup qui ne le peuvent pas, monsieur, et beaucoup d'autres qui aimeraient mieux mourir. »« S'ils aiment mieux mourir, reprit Scrooge, qu'ils ne se gênent surtout pas. Cela diminuera l'excédent de population. Au reste, excusez-moi, je ne suis pas au courant. »« Mais vous pourriez l'être, fit remarquer le monsieur. »« Ce ne sont pas mes affaires, répliqua Scrooge. Un homme a bien assez avec ses propres affaires, sans aller se mêler de celles des autres. Les miennes me prennent tout mon temps. Bon après-midi, messieurs. » Voyant clairement qu'il serait inutile d'insister, les deux inconnus se retirèrent. Scrooge se remit au travail, de plus en plus content de lui et d'une humeur plus enjouée qu'à son ordinaire. Cependant, le brouillard et l'obscurité s'épaississaient tellement que l'on voyait des gens, une torche allumée à la main, courir en tous sens et proposer au cocher de les guider en marchant devant les chevaux. Le froid se fit plus intense. Dans la grande rue, au coin de la cour, des ouvriers qui réparaient les conduites de gaz avaient allumé un grand feu dans un brasero, autour duquel s'était formé un groupe d'hommes et de gamins déguenillés qui, d'un air de ravissement, se chauffaient les mains et clignaient les yeux devant la flamme. On avait délaissé la pompe à eau dont le trop-plein rancunier se figea avant de former un bloc de glace misanthrope. Les lumières brillantes des magasins, où les branches et les baies de houx craquaient à la chaleur des lampes dans les vitrines, jetaient un reflet rougeâtre sur le visage pâle des passants. Les commerces de volailles et les épiceries étaient devenus un splendide divertissement, un magnifique spectacle qu'il était pour ainsi dire impossible d'associer avec l'idée ennuyeuse de négoce et de vente. Enfin arriva l'heure de fermer le bureau. À contre-cœur, Scrooge descendit de son tabouret et le fit savoir tacitement à son commis qui attendait avec impatience dans la citerne. Aussitôt, ce dernier éteignit sa bougie et mit son chapeau. « Et vous allez prendre votre journée complète demain, je suppose » dit Scrooge. « Si cela vous convient, tout à fait, monsieur. »« Cela ne me convient nullement, et ce n'est pas juste. Si du coup je vous retenais une demi-couronne, vous vous estimeriez lésé, je suis prêt à parier. » Le commis esquissa un sourire. « Et pourtant, dit Scrooge, vous n'estimez pas que c'est moi qui suis lésé lorsque je vous paie une journée à ne rien faire ?» Le commis lui fit remarquer que cela n'arrivait qu'une fois l'an. « La belle excuse pour mettre la main dans la poche d'un homme tous les 25 décembre !» dit Scrooge en boutonnant son pardessus jusqu'au menton. « Mais je suppose qu'il faut bien vous donner la journée tout entière. Tâchez d'arriver d'autant plus tôt le lendemain matin. » Le commis le promit, et Scrooge sortit en grommelant. En un clin d'œil, le bureau fut fermé, les deux extrémités de son cache-nez blanc pendant au-dessous de sa ceinture, car l'homme ne pouvait se targuer de posséder un pardessus. Le commis s'en alla faire une glissade sur la pente de Cornhill, à la suite d'une bande de gamins. Il revit cette glissade une vingtaine de fois en l'honneur de la veille de Noël, avant de rentrer à toutes jambes chez lui à Camden Town, pour y jouer à Colin Maillard. Scrooge prit son triste dîner dans la triste taverne où il mangeait d'ordinaire. Après avoir lu tous les journaux et charmé le restant de la soirée grâce à son livre de contes, il rentra se coucher. Il habitait un logement qui avait autrefois appartenu à Feu son associé. C'était une enfilade de pièces lugubres qui faisait partie d'une grande bâtisse sombre située au fond d'une cour. Et cette bâtisse avait si peu de raison de se trouver là qu'on ne pouvait s'empêcher d'imaginer qu'elle était venue s'y blottir, un jour que, dans sa jeunesse, elle jouait à cache-cache avec d'autres maisons, et que par la suite, elle n'avait pas su retrouver la sortie.
À présent, c'était une bâtisse bien vieille et bien triste, car personne hormis Scrooge n'y habitait. Tous les autres appartements étaient loués comme bureaux. La cour était si sombre que Scrooge lui-même, qui en connaissait pourtant le moindre pavé, était obligé d'avancer à tâtons. Le brouillard et le givre enveloppaient si bien le vieux porche noir de la maison qu'on avait l'impression de voir le génie de l'hiver assis sur le seuil, plongé dans des mornes méditations. Alors voilà. Le fait est qu'il n'y avait absolument rien de particulier dans le marteau de porte, sinon qu'il était trop gros. Le fait est aussi que Scrooge le voyait chaque jour, matin et soir, depuis qu'il s'était installé là. Qu'en outre, il possédait aussi peu de ce qu'il est convenu d'appeler de l'imagination. Également, que l'on garde bien à l'esprit l'idée que Scrooge n'avait pas repensé une seule fois à Marley depuis qu'il avait cet après-midi même fait allusion à son ancien associé dont la mort remontait à 7 ans. Qu'on m'explique alors, si on peut, comment il se fait qu'au moment où Scrooge introduisit sa clé dans la serrure, il vit dans le marteau en question, sans la moindre transition, non plus un simple marteau, mais le visage de Marley. Le visage de Marley. Et il n'était pas plongé comme les autres objets de la cour dans une ombre impénétrable. Au contraire, il paraissait baigné d'une lueur sinistre, comme un homard avarié dans une cave obscure. Il n'exprimait ni colère ni cruauté, il regardait Scrooge comme Marley avait eu coutume de le faire, ses lunettes fantomatiques relevées sur son front de fantôme. Les cheveux bougeaient d'étranges façons, comme par l'effet d'un souffle ou d'une vapeur chaude, et les yeux, quoique grands ouverts, demeuraient parfaitement immobiles. Cette circonstance, ajoutée à la couleur livide du visage, rendait le tout horrible. Mais cette horreur semblait exister indépendamment de ce visage, hors de son contrôle, sans émaner de son expression propre. Alors que Scrooge considérait fixement ce phénomène, le marteau reprit son apparence première. Ce serait mentir que de dire que Scrooge ne tressaillit pas, ou qu'il ne sentit pas lui courir dans les veines une sensation terrible qu'il n'avait plus éprouvée depuis son enfance. Pourtant, il remit la main sur la clé qu'il avait lâchée, la fit tourner avec fermeté, entra et alluma sa bougie. Inutile de le nier, il eut un instant d'hésitation avant de refermer la porte, et jugea plus prudent de regarder d'abord par derrière, comme s'il s'attendait presque à apercevoir la tête terrifiante de Marley et sa petite natte de cheveux qui dépassait dans le vestibule. Mais il n'y avait rien derrière la porte, sauf les vis et les écrous qui maintenaient le marteau. Ce que voyant, il dit « Bof, bof !» et fit claquer la porte derrière lui. Il verrouilla la porte, traversa le vestibule et monta l'escalier, sans se presser s'il vous plaît, car il voulut même moucher sa chandelle chemin faisant. L'obscurité ne coûte pas cher, c'est pour cela qu'il l'aimait bien. Toutefois, avant de refermer sa lourde porte, il parcourut les pièces de son logement pour voir si tout était en ordre. C'est qu'il avait le visage sur la porte tout juste encore resté en mémoire. Salon, chambre à coucher, débarras, tout trois comme il faut. Personne sous la table, personne sous le divan, un maigre feu dans la cheminée, bol et cuillère prêts, et la petite casserole de gruau, Scrooge avait un rhume de cerveau, au chaud sur la grille. Personne sous le lit, personne dans le placard, personne dans sa robe de chambre qui pendait au mur dans une attitude suspecte, débarras pareil que d'habitude, vieux pare-feu, vieille savate, 2 bourriches à poisson, table de toilette sur 3 pieds et un tisonnier. Parfaitement rassuré, Scrooge tira sa porte et s'enferma à clé. À double tour, ce qui n'était point son habitude. À l'abri de toute surprise, de la sorte, il ôta sa cravate, enfila sa robe de chambre et ses pantoufles, mit son bonnet de nuit et s'assit devant le feu pour prendre son gruau. C'était en vérité un très petit feu, pour ainsi dire rien pour une nuit si froide. Scrooge fut obligé de s'asseoir tout près et de le couver en quelque sorte avant de pouvoir extraire la moindre sensation de chaleur de cette simple poignée de combustible. Comme il appuyait la tête sur le dossier du fauteuil, son regard s'arrêta par hasard sur une cloche qui était accrochée là. C'était une cloche dont on ne se servait plus et qui, pour quelques dessins désormais oubliés, communiquait avec une pièce située au dernier étage de la maison. Ce fut avec une extrême surprise, avec une terreur étrange et inexplicable, qu'au moment où il la regardait, il vit cette cloche commencer à se balancer. Elle se balança d'abord si doucement qu'à peine rendit-elle un son. Mais bientôt, elle se mit à sonner à toute volée, et les autres cloches de la maison se mirent toutes de la partie. Cela ne dura peut-être qu'une demi-minute, ou 1 minute, mais 7 minutes parut aussi longue qu'1 heure. Les cloches s'arrêtèrent comme elles avaient commencé, toutes en même temps. Il y eut alors un bruit de ferraille montant des profondeurs du bâtiment, comme si quelqu'un à la cave traînait une lourde chaîne sur les tonneaux du négociant en vin. Scrooge se rappela alors avoir ouï dire que dans les maisons hantées, les fantômes traînaient des chaînes, enfin à ce qu'il paraît. La porte de la cave s'ouvrit brusquement dans un horrible fracas. Il entendit alors le bruit s'amplifier aux étages inférieurs, monter l'escalier et enfin s'avancer directement vers sa porte. « Sornette encore que tout cela !» dit Scrooge. « Je ne veux pas y croire !» Cependant, il changea de couleur, lorsque sans le moindre temps d'arrêt, la chose traversa la lourde porte et pénétra dans la pièce sous ses yeux. À ce moment précis, la flamme mourante se ranima brutalement, comme pour crier « Je le reconnais, c'est le fantôme de Marley !» avant de retomber. Le même visage, exactement le même. Marley avec sa petite natte de cheveux et toujours son gilet, sa culotte collante et ses bottes.
La chaîne qu'il traînait était attachée autour de sa taille. Elle était longue et s'enroulait autour de lui comme une queue. Elle était faite, car Scrooge l'examina de près, de cassettes, de clés, de cadenas, de grands livres, d'actes notariés et de bourses pesantes forgées en acier. Son corps était transparent, si bien qu'en l'observant et en regardant à travers son gilet, Scrooge voyait les 2 boutons cousus dans le dos de son habit. Scrooge avait souvent entendu dire que Marley n'avait pas d'entrailles, mais il n'y avait jamais cru jusqu'à présent. Non, et d'ailleurs, il n'y croyait toujours pas. Il avait beau transpercer le revenant du regard de part en part, il avait beau le voir là, debout, devant lui, sentir l'influence glaciale de ses yeux morts, remarquer jusqu'au tissu dont était fait le mouchoir plié, auquel il n'avait point pris garde auparavant, qui passait sous son menton avant de former un nœud sur le haut de son crâne, il n'en demeurait pas moins incrédule et s'obstinait à refuser d'en croire ses sens. « Allons bon, dit Scrooge, acerbe et froid comme toujours. Qu'attendez-vous de moi ? Bien des choses. La voix de Marley. C'était la voix de Marley, aucun doute là-dessus. Qui êtes-vous ? Demande-moi plutôt qui j'étais. Qui étiez-vous alors ? Dit Scrooge en élevant la voix. Je n'apprécie guère votre humour. Il allait dire votre esprit, mais se ravisa, car la première formule était plus appropriée. De mon vivant, j'étais ton associé, Jacob Marley. Pouvez-vous vous asseoir ? Demanda Scrooge en le regardant d'un air sceptique. Je le puis. Alors faites-le. Si Scrooge posa cette question, c'est qu'il ne savait pas si un fantôme aussi transparent était en état de prendre un siège. Si par hasard la chose était impossible, une explication embarrassante s'imposerait peut-être, pressentait-il. Mais le fantôme s'assit en face de lui au coin du feu, comme s'il en avait tout à fait l'habitude. « Tu ne crois pas en moi ?» fit remarquer le fantôme. « Non, » dit Scrooge. « Quelle preuve de ma réalité voudrais-tu avoir, outre le témoignage de tes sens ?»« Je sais pas trop, » répondit Scrooge. « Pourquoi doutes-tu de tes sens ?»« Parce que, » répondit Scrooge, « rien les trouble. Il suffit d'un léger problème d'estomac pour en faire des trompeurs. Et vous pourriez bien être, au bout du compte, qu'un petit morceau de bœuf mal digéré, une pointe de moutarde, une miette de fromage, un fragment de pomme de terre mal cuite. Qui que vous soyez, pour un mort, vous évoquez plutôt la bière que la mise en bière. » Scrooge n'avait pas trop l'habitude de faire des calembours, et au fond lui-même, il ne se sentait alors franchement pas enclin à la plaisanterie. À la vérité, s'il essayait de faire le malin, c'était dans l'espoir de penser à autre chose, et ne pas céder à l'effroi, car la voix du spectre le troublait jusqu'à la moelle des os. Demeurer, rien qu'un instant, assis à contempler en silence ses yeux vitreux fixés sur lui, lui jurait un tour diabolique. Scrooge le sentait bien. Et puis, il y avait quelque chose de vraiment terrible dans cette atmosphère infernale qui entourait le spectre et faisait partie de lui. Scrooge n'était pas à même de le sentir, mais c'était là clairement la réalité. En effet, bien que le fantôme restât assis, parfaitement immobile, ses cheveux, les pans de son habit et les glands de ses bottes étaient encore agités, comme par la vapeur chaude qui s'exhalait d'un four. « Vous voyez ce cure-dent » dit Scrooge, revenant bien vite à la charge pour la raison mentionnée ci-dessus, et désireux, ne serait-ce qu'une seconde, de détourner de lui le regard fixé de l'apparition. « Oui, répondit le fantôme. « Bah, vous ne le regardez seulement pas, dit Scrooge. « Cela n'empêche pas de le voir, dit le fantôme. « Eh bien, reprit Scrooge, je n'ai qu'à l'avaler pour passer le reste de mes jours persécuté par une légion de lutins, tous sortis de ma propre imagination. Sors net, vous dis-je, sors net !» Sur ce, l'esprit poussa un cri effroyable et secoua sa chaîne en produisant un bruit si lugubre, si épouvantable, que Scrooge se cramponna à sa chaise pour ne pas défaillir. Mais combien son horreur redoubla lorsque le revenant dénoua le bandage qui lui entourait la tête, comme s'il eût été trop chaud à porter à l'intérieur et que sa mâchoire inférieure retomba sur sa poitrine. Scrooge tomba à genoux, les mains jointes devant son visage. « Pitié !» s'écria-t-il. « Terrible apparition ! Pourquoi venez-vous me tourmenter ?»« Créature à l'esprit matérialiste, » répliqua le fantôme. « Crois-tu en moi, oui ou non ?»« J'y crois, » dit Scrooge. « Il le faut bien. Mais pourquoi les esprits errent-ils sur la terre ? Et pourquoi est-ce à moi qu'ils viennent ?»« On exige de chacun d'entre nous, » répondit le fantôme, « que l'esprit qui l'habite se mêle à ses semblables et voyage de tous côtés. Si cet esprit se soustrait à la tâche qui est la sienne pendant la vie, alors il est condamné à l'accomplir après la mort. Il est voué à errer de par le monde, oh malheur à moi, pour devenir le témoin de choses qu'il ne peut partager, mais qu'il aurait pu partager sur terre pour en faire du bonheur. » À nouveau, le spectre poussa un cri, secoua sa chaîne et tordit ses mains chimériques. « Vous êtes enchaîné ?» dit Scrooge tout tremblant. « Dites-moi pourquoi. »« Je porte la chaîne que j'ai forgée de mon vivant, » répondit le fantôme. « C'est moi qui l'ai faite, maillon par maillon, un pied à la fois. Je l'ai attachée autour de mon corps de mon plein gré, et c'est de mon plein gré que je l'ai portée. Est-elle d'un modèle qui puisse te surprendre ?» Scrooge tremblait de plus en plus. « Ou bien voudrais-tu connaître, poursuivit le fantôme, le poids et la longueur du câble énorme que tu portes toi-même ?
Il était largement aussi long et aussi lourd que cette chaîne que tu vois, il y a de cela 7 veilles de Noël. Tu as travaillé à l'allonger depuis. C'est une chaîne pesante à présent. » Scrooge regarda autour de lui sur le plancher, car il s'attendait à se trouver lui-même entouré de quelques 50 ou 60 brasses de câbles de fer, mais il ne vit rien. « Écoute-moi, » s'écria le fantôme, « le temps qu'on m'a laissé est presque écoulé. »« D'accord, » dit Scrooge, « mais épargne-moi, pas trop de rhétorique, Jacob, je t'en prie. » « Comment se fait-il que je t'apparaisse sous une forme que tu puisses voir? Je ne saurais le dire. Je suis venu m'asseoir maintes et maintes fois à tes côtés en restant invisible. » L'idée n'avait rien d'agréable, Scrooge fut saisi de frissons et essuya la sueur qui parlait sur son front. « Et ce n'est pas mon moindre supplice, » ajouta le fantôme. « Je suis ici ce soir pour t'avertir qu'il te reste encore une chance et un espoir d'échapper au destin qui est le mien. Une chance et un espoir que tu vas avoir grâce à moi, Ebenezer. »« Oh, tu as toujours été un bon ami, » dit Scrooge. « Merci bien. »« Tu vas être hanté par 3 esprits, » reprit le fantôme. L'enthousiasme de Scrooge retomba presque aussi bas que la mâchoire du fantôme quelque temps auparavant. « C'est cela la chance et l'espoir dont tu viens de me parler, Jacob ?» demanda-t-il d'une voix défaillante. « En effet. Je crois que j'aimerais mieux m'en passer, tu m'excuseras ?» dit Scrooge. « Sans recevoir leur visite, » reprit le fantôme, « tu ne peux espérer éviter le chemin que j'emprunte. Attends-toi à voir arriver le premier la nuit prochaine, quand l'horloge sonnera 1 heure. Il n'y aurait pas moyen de les prendre à 3 en même temps pour en finir, Jacob ?» suggéra Scrooge. « Attends-toi à voir arriver le second la nuit suivante, à la même heure, et le 3e la nuit d'après, lorsque le dernier coup de minuit aura cessé de résonner. Ne compte pas me revoir, mais dans ton propre intérêt, aie soin de ne pas oublier ce qui vient de se passer entre nous. » Sur ce, le spectre reprit son mouchoir sur la table et se l'enroula autour de la tête comme auparavant. Scrooge comprit ce qui se passait au claquement sec que firent les dents, lorsque les 2 mâchoires furent réunies par le bandage. Il se hasarda à lever les yeux pour la 2e fois et trouva son visiteur surnaturel debout face à lui, sa chaîne enroulée tout autour du bras. L'apparition s'éloigna à reculons. À chaque pas qu'elle faisait en arrière, la fenêtre se soulevait un peu, de sorte qu'elle se retrouva grande ouverte lorsque le spectre fut tout à côté. L'apparition fit signe à Scrooge d'approcher. Il lui obéit. Lorsqu'ils furent à 2 pas l'un de l'autre, le fantôme de Marley leva la main pour lui faire comprendre de ne pas approcher davantage. Scrooge s'arrêta. Non pas tant par obéissance que par surprise mêlée de crainte, car au moment où le fantôme levait la main, Scrooge perçut dans l'air des bruits confus, des bribes incohérentes de regrets et de lamentations, des plaintes d'une inexprimable tristesse, pleine de remords. Le spectre, qui avait un instant écouté ce cœur funèbre, y joignit sa voix avant de s'envoler par la fenêtre et de disparaître dans la nuit sombre et glacée. Scrooge, que la curiosité rendait prêt à tout, le suivit jusqu'à la fenêtre et regarda au dehors. L'air était rempli de revenants pressés, pleins d'agitation, qui erraient çà et là en gémissant. Ils portaient tous une chaîne, comme le fantôme de Marley. Quelques-uns, en petit nombre, les membres d'un même gouvernement coupable peut-être, étaient enchaînés ensemble, pas un seul n'était libre. Scrooge en avait personnellement connu un bon nombre de leurs vivants. Il avait été très intime avec un vieux fantôme en gilet blanc qui avait un monstrueux coffre-fort attaché à la cheville et pleurait piteusement de ne pouvoir apporter secours à une malheureuse assise sur le pas d'une porte, un bébé dans les bras. Ce qui visiblement mettait tous ces spectres au supplice, c'était de chercher à intervenir dans les affaires humaines pour y faire quelque bien et d'en avoir à jamais perdu le pouvoir. Ces créatures fantastiques se fondirent-elles dans la brume, ou est-ce la brume qui les enveloppa de son linceul? Scrooge n'aurait su le dire. Mais elles s'éteignirent en même temps que ce concert de voix spectrales, et la nuit redevint telle qu'elle était lorsqu'il était rentré chez lui. Il ferma la fenêtre et alla examiner la porte par laquelle était entré le fantôme. Elle était fermée à double tour, ainsi qu'il l'avait fermée précédemment de ses propres mains. On n'avait pas touché au verrou. Il essaya de dire « Sornette !» mais s'arrêta dès la première syllabe. Et comme il avait grand besoin de repos, que ce soit à cause des émotions, des fatigues de la journée ou encore à cause de ce bref aperçu du monde invisible, de l'ennuyeuse conversation du fantôme ou de l'heure avancée, il alla droit au lit sans se déshabiller et s'endormit aussitôt.